Mohamed V et son fils Hassan II n'en reviennent pas. L'avion qui transportait les principaux dirigeants du FLN, censé les suivre, vient de se faire détourner par l'armée française. Un gros coup de filet pour la France, en apparence du moins. Fin septembre 1956, une conférence doit se tenir à Tunis pour parler d'unité du Maghreb face à la France. Ce n'est un secret pour personne, certainement pas pour les services secrets français, particulièrement à l'écoute. Ils sont à l'écoute parce qu'ils sont militaires, chargés de l'ordre en Algérie, et qu'une collaboration Maroc-Algérie-Tunisie serait catastrophique pour le conflit en cours qui ne cesse d'escalader en intensité. Mais rien n'est joué. La conférence n'a pas encore eu lieu. Pour le moment, la délégation algérienne du FLN est encore à Rabat, en train d'avoir des conversations productives avec le roi Mohamed V et son fils. On le sait, et on sait aussi qu'ils vont prendre un avion pour Tunis, tous ensemble. Jusque-là, rien n'est faisable. C'est l'avion du roi, et il sera dedans. Le Maroc est un pays allié, on ne pourrait pas l'outrager en détournant son avion. En plus, ce serait très contraire au droit international. Donc on grogne, mais on s'apprête à laisser passer. Mais là, on fait une découverte. On découvre que l'avion royal est immatriculé en France. S'il venait à passer sur l'espace aérien français en plus, le droit international autorise à l'ordonner à se poser. On ne peut toujours pas faire atterrir de force le roi du Maroc, mais ça devient très tentant. Alors quand on apprend que la direction politique du FLN et la famille royale prendront des avions séparés, tout un plan entre en mouvement. Pendant sa vie d'homme politique suivant la lutte pour l'indépendance, Hossein Ait Ahmed, qui était dans l'avion ce jour-là, n'a pas cessé de le dire. Le service français de renseignement SDECE, futur DGSE, était partout à cette époque. Le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc, mais en Tunisie et au Caire. Le Maroc n'était pas du tout n'est-ce pas, mêlé à cette affaire. On ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Le prince héritier Hassan II a transmis au roi Mohamed V ma crainte lorsqu'ils ont décidé que nous partions ensemble. Vous aviez-vous suggéré de prendre un deuxième avion, de ne pas voyager en avion? Absolument, c'est moi qui ai suggéré. Oui. Le jour du vol arrive et tous les détails ont été étudiés minutieusement. On s'arrange pour laisser de la distance avec l'avion royal en organisant une escale aux Baléares. Puis, au décollage des Baléares, on ordonne à l'équipage de l'avion, tous français, de poser à Alger. L'équipage hésite à obtempérer. L'ambiance à bord se tend, mais pas autant qu'au sol. Au sol, on n'arrive pas à joindre Paris pour un feu vert sur l'opération. Et surtout, l'avion qu'on a pris en chasse ne répond plus. Quand l'avion a décollé de Majorque, on a envoyé les chasseurs Mistral pour surveiller son vol. On a mis un B-26 Invader et 2 patrouilles en alerte renforcées à Oran. Et surtout, on a fait décoller un véritable engin de guerre, un MD-315 flamand. Une panique sourde gronde dans le poste de commandement. Entre-temps, une réponse est arrivée du ministère des Armées. Feu vert donné.